Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma. Et oui, on se retrouve après une petite pause où j'avais quand même pas mal de choses à faire les gens, oui, parce que bon, on essaie quand même de caser les emplois du temps et tout le tintouin, mais on est toujours là pour parler de cinéma sur Était une fois le cinéma. Et merci à vous tous d'être là encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de Big Bug, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, qu'il a réalisé pour les plateformes Netflix, et clairement, il est bien là-bas. Et on va pas être méchant, je reviendrai un petit peu sur tous les détails qui fait que ce film, je ne l'ai pas apprécié. Mais si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, donnez votre avis, car justement, plus les avis sont divers, mieux je me porte, parce que c'est ça la magie de la démocratie et des idées différentes. Donc, ça parle de quoi Big Bug? Big Bug, c'est en 2045. Les résidents d'une maison, possédant tous des robots d'intérieur, vont voir une révolte arriver d'autres androïdes à l'extérieur de la maison, et du coup, ces androïdes un peu de domestiques, c'est-à-dire t'as une femme de ménage, t'as un robot rangeur pour robot pour enfants, t'as Einstein d'une certaine façon, et t'as un sextoy géant, vulgairement, et du coup, ces robots d'intérieur vont protéger les humains contre cette révolte et tout l'aspect dictatorial qui y amène. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, et je vais partir sur un premier point, car c'est un film de Jean-Pierre Jeunet, avec toutes les gimmicks de Jean-Pierre Jeunet, mais sans être un film. Je vais revenir sur l'aspect un film, justement, c'est strictement personnel, donc ça reste mon avis, mais il y a un truc qui m'a agacé tout le long du film, vulgairement, c'est je pourrais d'abord pas taper sur les acteurs parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas bons, parce que là je trouve que la direction d'acteur est clairement aux fraises de la part de Jean-Pierre Jeunet, que le scénario est sans queue ni tête, mais on y reviendra après. Là j'ai juste envie de parler d'esthétisme. D'esthétisme et notamment cinématographique pur. Et là on va parler un petit peu des fois de points techniques, mais bon, si vous êtes avec moi, c'est que vous savez que dans mon ton, j'aime parler de technique sur un certain point. Et du coup, je trouve vraiment que ce film est daté. Alors dans les films des années 90, je pense aurait été un magnifique nanar. Aujourd'hui, je pense que ça va devenir un super nanar. Je pense que c'est un film que tu regardes complètement con, avec 5 packs de bière avec des potes, des chips, c'est un truc que tu regardes pour te vider la tête, mais totalement bourré. Et là, peut-être, je pense que tu peux globalement l'apprécier. Moi, malheureusement, je l'ai regardé sobre, donc il n'y avait aucune chance que j'apprécie le film dans cet état-là. Mais, parce que, pourquoi je dis que ce film est pour moi proche du nanar? Car, on a une esthétique qui est clairement datée. Mais clairement datée. Une esthétique justement qui est vraiment très ciblée, on va dire, fin 80, 90, c'est un petit peu début 2000, même si beaucoup commencent à en sortir de cet esthétisme-là. C'est l'esthétisme justement à très courte focale, à très grand angle. Alors pour ceux qui ne savent pas, en général, les courtes focales, c'est les objectifs de cinéma ou d'appareil photo, constituent au 35 mm à en dessous du 35 mm. C'est-à-dire qu'on peut aller de 6 jusqu'à 35. Après, là, c'est souvent du fisheye, c'est-à-dire c'est vraiment ça déforme un maximum. Et plus vous descendez sur les focales, et plus ça déforme. Ce qui peut donner des fois des jeux très intéressants. Par exemple, si vous avez vu les premiers films de Jean-Pierre Jeunet, notamment Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus, Alien 4 qui l'utilise encore beaucoup, et Amélie Poulain aussi, il l'utilise beaucoup moins dans les films d'après, notamment P.S. Pivette et Un long dimanche de fiançailles et Tire-la Rigaud aussi. Mais justement, je trouve qu'il y a sur ces... Après Amélie Poulain, il l'utilisait, je trouve, de manière beaucoup plus intelligente, moins proche des personnages pour créer cette déformation. Il était un peu plus à distance. C'est pour ça que je trouvais qu'après Un long dimanche de fiançailles, je trouve qu'il avait trouvé une maturité dans son style. C'est-à-dire plus être très proche des personnages, avec la courte focale, mais vraiment sur un point de vue un peu plus humain, un peu plus en recul. Ce qui faisait que c'était beaucoup plus intéressant, et je trouve qu'il y avait une maturité filmique beaucoup plus intéressante. Alors que là, il revient à cette esthétique vraiment datée, avec des courtes focales vraiment dérangeantes sur le but. Justement, pour certains vont dire que c'est le but, justement, que ces courtes focales soient dérangeantes. Mais ça vient sur... Pourquoi ça marchait dans les années 80-90, notamment avec des réalisateurs, je pense à Terry Gilliam, et je pense à Jean-Pierre Jeunet aussi, d'autres qui utilisaient cette esthétique-là. Pas forcément Kubrick, parce que c'est un peu à part, Kubrick dans le genre. Ou Jean-Marie Poiret, qui l'utilisait à Tire-Larigot, mais de manière, je trouve, pas très bonne, même pour l'époque, même calamiteuse, on va dire. C'est-à-dire, t'as pas une idée, courte focale, allez, on va trouver un truc comme ça, voilà. C'est ce que donnait un truc vraiment plat.
retournons un petit peu à cet esthétisme, et justement cet esthétisme de l'époque fait que ça marchait, c'est que justement on utilisait des caméras 35-16 mm. Des caméras à pellicule, justement, qui permettaient justement, avec grâce à la pellicule, d'avoir une texture, on va dire, cinématographique, qui fait que par exemple, si vous faites attention sur les films d'époque, oh mais il y a du grain, il y a du grain, mais justement c'est ce grain qui fait que justement ça rajoute une texture à la peau, ça rajoute de la profondeur et ça rajoute plein de détails justement très intéressants. Et aujourd'hui, ce film-là a été tourné, tu le sens, avec une caméra numérique dernière génération. Je pense que ça peut être de l'Alexa Mini ou de l'Alexa tout court. De toute façon, je ne sais pas, j'ai pas trouvé spécialement d'informations sur la caméra à utiliser. Après, ça reste quand même les caméras standard Netflix. Parce que Netflix, t'auras beau dire ce que tu veux, ils veulent quand même que tu restes dans les standards, leurs standards, en termes de caméra. Souvent, je crois que tu peux utiliser de la Red Dragon, la Red Scarlett, de l'Alexa Mini tout le temps. La majorité des films sont faits en Alexa Mini chez Netflix. Après, ça reste une volonté, mais clairement, même si il avait fait un podcast, il a participé à un podcast, un sale temps pour un film, donc je vous conseille vivement le visionnage sur la chaîne de Capture Mag. Il dit des trucs très intéressants, même si des fois il m'agace un peu, je trouve, disons, ouais, le cinéma, non, les plateformes. Non, moi je dis à un moment, faut aider les salles, et que franchement, si ton film n'a pas été pris, c'est parce que peut-être, faut se remettre en compte, hein. Netflix, ils ont trouvé ça kiffant et ils l'ont fait, mais je pense qu'à un moment, il y a un travail de producteur qui aurait dû être fait, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Du coup, et cet esthétisme, justement, fait que ça rend très mal à la caméra, ça rend très mal à l'image, et qui fait que derrière, les caméras modernes fait que derrière, tu n'as plus cette texture de la peau, comme tu peux avoir au 35 ou 16 mm. Tu es beaucoup plus lisse, tu es beaucoup comme si tu sortais d'un beau lifting, et c'est vraiment dérangeant. Alors c'est pas dérangeant dans le sens comme ça pouvait l'être vraiment dans les années 90 où c'était vraiment une recherche esthétique. Là c'est malsain parce que c'est moche. Alors je dis là non mais tu dis n'importe quoi, la 4x4 ça rend très bien. Non mais en soi c'est moche. Vraiment, de A à Z. Les déformations, en plus vous ajoutez ça au jeu d'acteur, mais c'est horrible, je trouve, en termes de choix de mise en scène. Là où je trouve que, là, Jean-Pierre Jeunet a régressé, parce que là où je trouve que, avec PS Pivette, et notamment Un long dimanche de fiançailles, il a gagné derrière en maturité filmique. Et là, j'ai l'impression qu'il revient avec des gimmicks des années 80-90 qui ne marchent plus. Moi, ce film est un nanar pour moi. Je pense que même bourré, je pourrais le kiffer vite fait, et encore, je pense qu'il y aurait des choses qui me chagrineraient. Mais globalement, c'est un film que je trouve qui, dans son esthétique, alors on va parler un peu aussi des décors qui certes sont pas plus mal, il y a pas mal d'inventivité dans l'animatronique, justement dans plein de trucs qui fait que ça rend ce monde un peu vivant, mais je trouve qu'on est vraiment sur une caricature d'une caricature. C'est-à-dire que caricativement tu ferais ça comme ça, ouais mais on va aller encore plus loin, pousser le concept. Et c'est pour ça que j'aime pas spécialement le film, parce que je trouve que c'est un film avec les gimmicks de Jean-Pierre Jeunet, avec les potards mis à 150. Au lieu d'être à normal, à 10, 20%, tu te dis vas-y on y va comme ça. Là il les a mis à 200 et il explose tout. Et que clairement je trouve que ça rend pas du tout. Et je trouve que j'ai l'impression de voir un film étudiant. D'un mec qui est pas content, d'un mec qui a envie de se révolter. Ah, je suis pas content, je suis pas content. Même esthétiquement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de maturité. J'ai l'impression de revoir un ado qui prend son appareil photo. Ah, vas-y, gros plan comme ça. Et ça rend pas bien. À mon sens, je trouve qu'il y a beaucoup de gimmicks de Jean-Pierre Jeunet qui fait que ça ne marche pas. Je trouve ça dommage, hein, parce que j'aurais aimé dire que Jean-Pierre Jeunet a fait un beau film au moins esthétiquement, mais je trouve que là, clairement, ça rend mal. Et ça passe par une chose, c'est que clairement, il n'est pas avec son chef opérateur habituel. D'habitude, il a tourné une grosse partie de ses films, avec notamment Délicatesse, La Cité des Enfants Perdus, et Alien Résurrection, je crois aussi avec lui. Oui, aussi avec lui. Avec Darius Khondji, qui est peut-être pour moi, ce n'est que mon avis, mais c'est pour moi un des meilleurs chefs opérateurs du monde, voire peut-être le meilleur chef opérateur du monde, à l'heure actuelle. C'est quand même le chef opérateur de Woody Allen sur ses derniers films, notamment Magic in the Moonlight et Un homme irrationnel, de James Gray sur Love City OZ, sur Bong Joon-ho sur Okja, et des frères Safdie, notamment sur Uncut Game.
Et bien sûr aussi de Wong Kar-wai sur My Barbarian Night, et sur, notamment aussi sur Seven, de David Fincher. Donc c'est quand même un chef opérateur prestigieux. Et quand il n'était pas là, bien sûr, il avait Bruno Delmel, qui est aussi un autre chef opérateur français. Il est français, il est français iranien. Voilà. Et Bruno Dunel, c'est aussi un chef opérateur exceptionnel. C'est avec lui notamment qu'il a fait Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec qui il a fait Un long dimanche de fiançailles aussi, je crois ils l'ont fait ensemble. Oui, ils l'ont fait ensemble. Notamment, il a aussi été chef opérateur des frères Cohen et aussi de Joel Cohen sur son dernier film qui est sorti sur Apple, The Tragedy of Macbeth. C'est le chef opérateur de Joe Wright, de Tim Burton, donc voilà, c'est quand même un chef opérateur, on va dire, important à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il travaille notamment avec Thomas Hartimier, qui est un chef opérateur suisse, qui a notamment taffé sur le Yves Saint Laurent de J.L. Esper, sur T.S. Pivette aussi, sur notamment, il a fait pas mal de films avec d'autres réalisateurs, et notamment Yvan Attal et tout un temps. Mais là, c'est là que j'ai un problème, c'est que clairement, c'est un chef opérateur que je trouve beaucoup moins doué que les autres. Et clairement, ça se ressent, parce que si t'as un bon chef opérateur, et derrière qui te dit « Non, on fera pas ça », parce que c'est ça aussi un travail. J'ai l'impression que là, on a... Et là, c'est pour ça que là, on va passer doucement à la transition au scénario, sur un queue ni tête. Et c'est là que normalement, quand un chef opérateur de ce niveau-là, comme Darius Kanji, ou l'autre, moi les noms, excusez-moi, avec Bruno Delmel, quand t'as des chefs opérateurs de ce niveau, et bah tout simplement les mecs ils vont te dire non, c'est pas mieux de faire comme ça, on fait comme ça, justement pour que ça, et c'est comme ça que t'as vu l'évolution de Jean-Pierre Jeunet avec ses deux chefs opérateurs, justement il a pu évoluer, et là grâce à son troisième, je trouve que ça rend beaucoup moins bien, je trouve que c'est beaucoup plus caricaturaux dans son style, et qu'il est un peu en freelance, et je pense que c'est à ce moment-là que tu te dis que Darius Kanji et Delmel ont pu justement un peu canaliser Jean-Pierre Jeunet. Et aussi, comme avant, du fait qu'il était en duo aussi avec Marc Caro, qui devait un peu le canaliser, mais bon, quand on voit ce qu'a fait Marc Caro aussi, c'était pas forcément le mieux aussi non plus. Petite goutte, parce que voilà. Faut tenir le rythme. Donc du coup, là, on va passer un peu du côté du scénario. Du côté du scénario, c'est un scénario sans qu'une tête. Car c'est un scénario qui se veut un peu un huis clos, un petit peu angoissant, un petit peu oppressant, justement sur tout ça. Mais clairement, le scénario ne tient pas. Parce qu'il n'y a aucun développement de personnage et fait de manière subtile pour permettre justement à une évolution du personnage et du scénario. Car c'est vraiment une volonté de faire un film de personnage dans ce huis clos, mais ce qui fait que ça rend mal, c'est que les personnages sont insupportables. Tous les personnages sont des connards. Et en plus des mal baisés. Attention, autant les mecs que les meufs. C'est-à-dire que tous les personnages, des fois, sont très cons, sont soit des profiteurs, ou soit juste sont en manque de cul. Alors clairement, je trouve que ce qui fait que ces personnages sont pas du tout aimables. Et ce qui fait que le scénario n'évolue pas. Les seuls personnages, entre guillemets, à peu près attachants, et encore, il y en a un, il est super caricaturaux, même les deux plus ou moins, c'est les personnages des ados qui sont dans une certaine évolution, qui vont découvrir l'amour, et justement, et s'émanciper un petit peu de leurs parents. Plus ou moins. Et du coup, on a les personnages des adultes, on a les personnages, on a deux couples, justement, dont un qui essaie quand même de profiter avec une ex-mariée, il y a le mari qui arrive avec sa nouvelle femme, et ça va foutre le bordel. Et en plus, t'as la voisine avec son clébard et tout le tintouin. Donc, tous ces personnages qui sont censés être quand même les personnages qui vont faire évoluer l'histoire et qui vont nous amener au contexte autour, j'ai l'impression que c'est plutôt le contexte autour qui peut être intéressant, entre guillemets, parce que bon, il y a plein de fils rouges qui fait que moi je trouve ça lourdingue, et que derrière, bah les personnages sont autrement des connards. Parce que le mec à la fin, il fait ouais, non, tu me fais chier, ta couture ça me fait chier, je voulais juste te tringler, je me casse. Et il se casse avec la secrétaire. Alors que rien ne fait que entre les deux, tu pouvais développer un début de quelque chose. Et c'est ça qui est... J'ai un problème avec les personnages, les personnages n'amènent rien à une évolution, ou qui va te montrer une évolution. Chacun essaie de s'en sortir pour ses idées propres. T'as le personnage de la nouvelle femme qui, simplement, qui essaie, tant bien que mal,
de vouloir se barrer parce qu'elle veut tout prix aller à ses vacances. T'as le mari qui quand même essaie de tomber le mal, d'être un peu plus près logique, qui essaie de trouver des idées. T'as la femme qui est blasée, qui en a marre. T'as le mec qui a juste envie de la tringuer. T'as la voisine qui est la voisine, on va dire vulgairement. Et t'as les ados qui font un peu transition de leur life. Donc, toutes ces choses font que les personnages ne marchent pas et fait que le scénario n'avance jamais vraiment. C'est pas les péripéties qui va faire que les personnages vont évoluer, parce que c'est quand même la force d'un scénario. C'est tout simplement le scénario qui va forcer à faire avancer les personnages, mais sans les faire évoluer. Et du coup, ce qui fait que derrière, c'est foiré. À la fin, t'arrives à la fin, t'es comme ça, t'es en mode... Non mais sérieux, pourquoi ils finissent ensemble et lui il se casse? Et lui, attends, il a son vice. Non mais on arrive à quand même des absurdités sur les personnages. Alors certes, si tu nous les rends sympathiques au début, quand même, un minimum sympathique, parce que c'est le but quand même d'aimer les personnages, bah clairement, tu vas vers une évolution. Quand les connards vont rester des connards jusqu'au bout, ça va. Tu fais... C'est logique. Mais là, c'est vraiment des connards qui restent des connards tout le long, qui veulent faire genre qu'on fait des bonnes actions, mais qui font rien derrière. Et ce qui fait que ça marche pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le scénario, moi, il y a une DA qui aurait pu être intéressante, et surtout, en plus, c'est absolument pas amené par le jeu des acteurs. J'ai l'impression de voir des acteurs qui sortent de leur premier cours de théâtre, leur premier cours d'école de théâtre, de jeu. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils jouent comme si... Alors, le jeu de Jean-Pierre Jeunet peut être exagéré sur plein de trucs. On peut en être conscience dans la manière de jouer. Mais je trouve que là, ça en est ridicule. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que j'ai l'impression de voir un film d'étudiant. Parce que j'ai l'impression, dans la direction de l'acteur, dans la mise en scène, tout fait que j'ai l'impression de voir un premier film d'étudiant. Et c'est dommage. Et justement, ça passe aussi par encore une chose que les acteurs, parce que je vais pas les défoncer pendant 3 heures. Il y a un aspect qui me dérange beaucoup dans le film. J'ai l'impression que c'était un film qui n'était pas pensé pour être un film. J'ai l'impression que c'était un film qui était pensé pour une série. Et ça passe par beaucoup de choses. Notamment, par exemple, à chaque fois qu'il y a une scène qui se finit plus ou moins, ça finit par une chose infondue au noir. Comme par exemple, ça se fait dans les séries télé. Si vous regardez, par exemple, vous achetez en DVD ou vous regardez un, il y a toujours des fois des petits fondus au noir pour que ça s'enchaîne. Parce qu'à l'époque, ça servait pour les pubs. Et là, c'est le truc qui m'agace globalement. C'est que j'ai l'impression que c'est une série qui a été collée comme ça pour en faire un film, avec tout. Encore si ça fait d'un épisode, ça fait un petit épisode de 20 minutes, tu vois, qui peut être drôle à suivre. Un peu comme Evil Dead, la série d'Evil Dead de Sam Raimi. Tu fais, ok, ça passe. Mais clairement, là, on sent que c'est une série qui a été... Alors peut-être je me trompe, c'est vraiment... Alors si c'est vraiment pensé comme ça, c'est encore pire. Mais globalement, j'ai l'impression de voir une série qui a été rebloquée. J'ai l'impression de voir Digimon le film en série. En film sur Netflix. Voilà, ils ont pris 4-3 OAV, on en fait un bloc, on essaie d'amener un semblant de fil rouge. Voilà, jackpot. Et tous ces éléments fait que je trouve que le film est raté. C'est un film qui est pas bon, c'est un film qui je trouve est foiré de A à Z. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, je trouve, dommage, parce que Jean-Pierre Jeunet, ça fait quand même 9 ans qu'il a pas fait un film, il y revient avec ça. Comment tu peux revenir avec ça? Et en être fier en plus. Et le mec il nous sort, ouais non mais c'était franchement, moi je vais plus en salle, les connards dans les salles et tout ça, toi. Ouais mais le cinéma, ça vient des salles. Toi qui as cet esprit forain quand même, donc cet esprit forain comme tu le défends dès il y a encore 20-30 ans. Certes, tu veux faire tes films et tout un temps, mais il faut défendre les salles. Il faut défendre la possibilité justement qu'on peut avoir de meilleurs films dans les salles. Et c'est pas qu'un film comme Big Bug que justement ça peut aider. Le film est globalement pas bon. Je vais pas le descendre plus que ça. Mais je trouve ça dommage en vue d'un réalisateur comme Jean-Pierre Jeunet qui fait que je trouve que le ciné qui veut proposer ça encore. Surtout pour les plateformes. Mec, si ce film, tu l'as montré à des producteurs et qu'ils voulaient pas, je pense que des fois aussi, un producteur, quand il a un vrai bon scénario, il a envie de le faire. Ça peut arriver des fois que ça va sur les plateformes parce que franchement, ils trouvent pas de thunes. On voit Martin Scorsese aux États-Unis, ok. Mais aussi peut-être parce que ton scénario, il est pas bon. Faut apprendre à se remettre en compte.
à se remettre de dire, voilà, ce film est pas bon, je me remets en compte. Et voilà comment ça va faire pour amener scénaristiquement quelque chose de mieux. Et du coup, là, il y a un vrai travail de producteur sur ce film. Un vrai travail de producteur ou un mec qui peut aider le réalisateur justement à amener sa vision, amener les choses comme il se doit. Et derrière, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage que le film ne peut pas être aussi abouti. Parce que normalement, producteur, on vous vit dans le monde aujourd'hui, certes, les producteurs tyranniques et tout un temps, tout ce que vous voulez, mais il y a des producteurs qui veulent beaucoup de bien et qui justement vont aider à aiguiller le réalisateur pour justement aller à quelque chose de plus pur, quelque chose d'essentiel. Il y en a. Je peux notamment citer le producteur d'Elenkaté, Bruno Fordani, parce que je pense que globalement sans lui, ils auraient fait un super dialogue avec Amer et tout le temps, un truc de 4 heures, un truc vachement expérimental. Mais d'avoir un producteur qui fait ça, qui te resserre comme ça, pour aller à l'essentiel. En plus, j'aime bien comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est tous les problèmes que j'ai avec le film. Est-ce que je vais donner un peu de positif? J'adore les animatroniques. Je trouve que le Einstein est quand même vachement bien fait. C'est le truc cool du film. Voilà. Le reste me dérange quand même vachement un peu. Les effets spéciaux quand même sont pas trop mal pour certains. Mais globalement, je trouve que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc les gens, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.